Bonsoir tout le monde. On me fait signe plus fort. Donc, rebonsoir tout le monde. Bienvenue à cette activité. Ça serait l'équivalent d'un café scientifique européen. Je ne sais pas si vous connaissez le concept du café scientifique, qui est un concept d'une assemblée ouverte qui vient discuter d'affaires scientifiques. En Europe, ils ont le concept du bar scientifique. Et ce soir, donc, on inaugure en Amérique du Nord le concept du bar scientifique. Le thème de la soirée, c'est l'accès aux données. Comment faire en sorte que les données que le gouvernement détient sur la santé, principalement les données des facturations médicales, des hospitalisations, comment ces bases de données peuvent être conçues comme un bien public et de quelle façon elles peuvent être mises à disposition pour le bien commun. On a 4 panélistes qui apportent tous un éclairage intéressant et je suis vraiment extrêmement content qu'ils aient accepté de venir présenter ce soir. Je vais vous les présenter dans 2 secondes. Avant ça, je voudrais vous mentionner que cette activité est rendue possible grâce à de l'argent des Instituts canadiens de recherche sur la santé qui financent ma chaire de recherche et qu'on remercie ce soir. Je dois aussi remercier l'incroyable travail qui a été fait par les personnes qui ont organisé l'événement, Anne Lardeux et Mélanie Perrault qui se cachent au bar et qui ont travaillé très fort là-dessus. Et donc, peut-être encore 2 mots sur l'organisation. Donc, chacun des panélistes va présenter une contribution à une dizaine de minutes sur la problématique. Et ensuite, on ouvrira une période de discussion, débat. L'ensemble de la présentation est filmé en direct. Il peut y avoir des gens qui nous regardent sur le web. On leur dit bonsoir. Et donc, il serait possible qu'il y ait une partie de vous qui soit filmée. J'espère que vous n'y voyez pas de problème. Si vous en voyez, asseyez-vous bien dans le fond. Il va aussi y avoir une possibilité pour les gens qui nous voient sur le web de poser des questions directement sur leur écran et qui vont être relayées dans la salle. Donc, nous avons ce soir avec nous Claude Lemay. Claude Lemay est le responsable pour le Québec de l'Institut canadien d'information sur la santé, qui est une structure qui collecte et analyse des données de toutes les provinces canadiennes sur la santé. Je vais sûrement dire des bêtises dans les bios, fait que j'analyse le regard des panélistes. Je sais que plus je dis des bêtises, plus je les vois qui se crispent. David Buckridge, qui est professeur à McGill, qui fait des recherches en utilisant des données avec des recherches extrêmement innovatrices sur l'ambition de jumeler des données privées des données publiques pour faire des contributions en santé publique. Dr. Michael Scholes, qui est directeur de l'Institut Institute for Clinical Excellence. Je ne sais pas s'il existe une traduction française. Voilà, je savais que je ferais des erreurs. Qui est une structure créée en Ontario pour héberger, analyser et rendre exploitables les données en santé. Et c'est, au niveau canadien, probablement une des structures les plus innovantes. Et finalement, Carole Beaulieu, qui est éditrice principale du magazine de l'actualité, qui, j'ai lu sa bio, a reçu une multitude de prix comme journaliste et qui, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous en avez sur vos tables, il y a un numéro de l'actualité qui discute d'une partie des problématiques ce soir. Donc, encore une fois, merci à tous nos participants. Et sans plus tarder, donc, une série de présentations séquentielles. Monsieur Lemay. Commence. Alors, merci pour l'invitation. Donc, je vais vous parler pendant quelques minutes de l'Institut canadien d'information sur la santé. Je vais utiliser l'acronyme ICIS, à ne pas confondre avec ICIS, d'où Michael vient en Ontario. Alors, l'ICIS a été créé en 1994 sur demande des provinces pour combler une lacune au niveau de l'information comparable au niveau pan-canadien entre les provinces au niveau du système de santé. On est un organisme privé à but non lucratif et notre mandat est donc de produire de l'information comparable de qualité qui permette aux provinces, aux régions et aux établissements de se comparer sur toute une gamme d'indicateurs en santé. Pour ce qui est de la transmission des données vers l'ICIS, l'ICIS n'a aucun pouvoir d'imposition sur qui que ce soit, donc on y va avec un pouvoir d'influence. Plus il y a de gens, plus il y a de juridictions qui participent à une base de données à l'ICIS, plus ça incite les autres à participer, et c'est comme ça qu'on fonctionne. La seule chose qu'on demande, c'est que les normes de contenu dans une base de données soient respectées de sorte que nous, on puisse faire des analyses après ça avec une garantie là, de comparabilité entre les données.
Le droit de recevoir des données à l'ICIS dépend des lois qui sont en vigueur dans chacune des provinces, donc il peut y avoir certaines différences. Pendant la période de questions, on pourra peut-être traiter de choses plus spécifiques. L'ICIS signe également des ententes formelles avec chacune des provinces qui encadrent la transmission de cette information-là. Donc, qui encadrent la transmission, le storage, la protection, l'utilisation, la destruction et tout ça. Les fournisseurs de données vers l'ICIS varient. Ça peut être soit les ministères, soit les régions, soit les établissements. Ça peut aussi être des ordres professionnels qui fournissent des données sur les membres des ordres professionnels. Et cette transmission-là peut varier aussi en fréquence et dans le temps. Par exemple, au Québec, les données d'hospitalisation qui sont transmises à l'ICIS viennent à l'ICIS une fois par année dans un fichier qui contient les 750 000 hospitalisations qui se produisent au Québec dans un an. Par contre, en Ontario, il y a des données, par exemple, sur les médicaments. C'est tellement abondant qu'on reçoit un fichier de données chaque jour. Donc, ça peut varier beaucoup là, au niveau de la fréquence pour la réception. Les éléments de données qui seraient sensibles, comme le numéro d'assurance maladie, par exemple, sont encryptés ou cachés sur réception à l'Institut. Alors, c'est automatisé. On ne voit pas l'utilité que nos employés aient accès à des numéros d'assurance maladie réels des citoyens. On les a quand même parce qu'exceptionnellement, à l'occasion, on peut avoir, par exemple, à dire à un établissement, bien, voici les cas qui ont servi pour le calcul de tel indicateur. Donc, à ce moment-là, ça nous prend les numéros d'assurance maladie, mais en principe, ils sont cachés. Pour ce qui est des données qu'on détient présentement, l'ICIS détient une trentaine de bases de données, donc hospitalisation, dialyse, arthroplastie, des dépenses en médicaments, les médicaments, les incidents médicamenteux. Et le secteur le plus faible, c'est la première ligne. Les cliniques médicales ne sont pas toutes informatisées et celles qui le sont ne sont pas toutes informatisées avec des mêmes normes de contenu. Les fabricants de logiciels peuvent développer leurs logiciels à offrir à des cliniques comme ils le veulent. Alors, on a tenté à quelques reprises avec des projets pilotes d'intégrer des données de première ligne pour tenter d'en faire des analyses, étudier la clientèle diabétique ou des choses comme ça. Mais les données étaient tellement difficiles à traiter et il y avait beaucoup de traitements manuels qui étaient nécessaires que c'était intenable. Alors, on a cessé de le faire. Donc, ça, c'est une priorité de développement pour l'avenir. La couverture actuelle dans ces 30 bases de données-là, ça varie d'une province à l'autre puis ça évolue dans le temps. Par exemple, la longue durée, on a 1 millier d'établissements de longue durée hors Québec. Il n'y en a pas au Québec, mais il y en a 1000 à l'extérieur du Québec qui soumettent des données de longue durée depuis 2 à 3 ans à peu près. On a fait une première diffusion publique de certains indicateurs au printemps cette année à partir de ces 1000 indicateurs-là. Un autre exemple, la rémunération des médecins. Pour ça, on a des données identiques pour toutes les provinces, Québec inclus, puis on les a depuis longtemps. Donc, on a des données au niveau du prescripteur, les actes qui sont facturés, certaines informations de base sur le patient avec âge, sexe, qui nous permet de faire certains regroupements. Alors, l'utilisation que nous, on en fait, la qualité de ce qu'on peut faire dépend bien sûr de la couverture, puis de la qualité puis de la comparabilité. Je vous donne juste un exemple, par exemple, en chirurgie d'un jour. À l'échelle du Canada, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de consensus sur qu'est-ce qui constitue une chirurgie d'un jour. Donc, dans certaines provinces, des endoscopies, par exemple, sont rapportées comme des chirurgies d'un jour. Dans certaines provinces, des petites chirurgies mineures en plastie, par exemple, qui peuvent être faites dans un cabinet médical, sont rapportées en chirurgie d'un jour. Donc, on est toujours très prudent quand on travaille avec les données de chirurgie d'un jour parce qu'on sait qu'il y a quelque chose au niveau des définitions puis qu'on n'a pas encore réussi, en travaillant avec tous nos partenaires, à faire un consensus là-dessus. L'ICIS, à l'interne, peut jumeler les données d'une base de données à l'autre. On a des critères très précis pour le faire. Ce n'est pas n'importe lequel de nos analystes qui peut dire comme ce matin, oh, « bien moi, ça me tente de fusionner des données d'hospitalisation, puis d'urgence, puis de médicaments. » Donc, il y a des critères à respecter pour qu'on autorise à l'interne, avec un comité senior, le jumelage de données, parce que bien sûr, quand on jumelle des données entre différentes bases de données, le risque de réidentification d'un patient augmente. Donc, on a des critères pour ça. Nos analyses sont
coordonné, si je peux dire, par un plan analytique, parce qu'avec les bases de données qu'on a, on pourrait faire des milliers d'analyses par année, donc il faut voir un peu de structure là-dedans. Alors, on a un comité d'aviseurs experts externes qui nous guident dans les choix analytiques, et on fait aussi, à tous les 3-4 ans, une grande tournée pan-canadienne où on va aller rencontrer les chercheurs, les décideurs, les cliniciens pour voir quelles seraient les priorités de recherche dans l'avenir. Alors, je peux vous dire que dans la dernière tournée qu'on a faite, les grands utilisateurs, les personnes âgées, la santé mentale ont été identifiés comme étant, et la première ligne ont été identifiés comme étant des priorités d'analyse pour l'avenir. Et la diffusion publique, elle peut dépendre des règles que les provinces ont établies avec nous dans chacune des ententes qu'une province signe avec l'ICIS. Par exemple, il y a quelques années, nous ne diffusions aucune donnée publique au niveau des établissements. On ne le faisait qu'au niveau des provinces et des régions, mais maintenant, depuis quelques années, on diffuse également des résultats au niveau des établissements de façon publique. Pour ce qui est des demandes faites par des tiers pour obtenir des données qui sont à l'ICIS, l'ICIS peut transmettre des données à des tiers, des données soit agrégées ou des données détaillées au niveau des enregistrements selon certaines conditions. Et ces conditions-là peuvent varier selon les provinces. Je pourrais répondre aux questions tantôt. Pour les données au niveau des enregistrements, le demandeur doit signer une entente de confidentialité par laquelle il doit rencontrer certaines conditions de storage, de protection, de destruction. Il y a une période de conservation qui est prédéterminée. Et l'ICIS peut aussi aller faire des visites à l'impromptu chez un chercheur pour s'assurer que ces règles-là de protection des informations sont faites. Les demandeurs aussi, les tiers qui feraient des demandes à l'ICIS peuvent aussi obtenir des données jumelées. Et à ce moment-là, encore là, il y a des critères qui doivent être rencontrés. Il y a un comité à l'interne qui doit autoriser le jumelage des données avant que ça soit donné à un tiers. Pour des gens qui demandent des données au niveau des enregistrements et qui incluraient des données du Québec, là, il y a une condition additionnelle ici que ce chercheur-là doit passer par la commission d'accès avant. Quand la commission d'accès a donné l'autorisation à ce chercheur-là, nous, on peut préparer les données et les transmettre. Alors, je pense que je vais vous laisser là pour le moment, peut-être juste pour vous dire que pour nous, à l'Institut, c'est sûr qu'on croit absolument à la puissance des données qu'on peut produire. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, on a fait une étude sur les chirurgies offertes aux femmes qui avaient un premier diagnostic de cancer du sein. Alors, on peut faire soit une mastectomie, on peut faire une chirurgie conservatrice du sein où on va enlever seulement la tumeur et un peu de tissu sain autour. Quand on a produit cette analyse-là, le recours à la mastectomie, qui était la chirurgie la plus agressive, si vous voulez, ou la plus invasive, le taux variait de 17 % au Québec à 69 % en Ontario. À Terre-Neuve. Excuse, Michael. À Terre-Neuve. Alors, le message était bon, ou était agréable, ou en tout cas rassurant pour les femmes du Québec, mais il l'était moins pour les femmes de Terre-Neuve. Et à ce moment-là, on travaille avec les ministères pour préparer la publication de ces rapports-là. Et on verra dans les années à venir si d'avoir sorti un rapport de cette nature-là, ça aura un changement au fil du temps sur les pratiques médicales. Alors, je m'arrête là, puis je serai disponible pour les questions. Et donc, je vais passer la parole à David Buckridge. Mais avant, pendant la pause, je demandais à Claude si jamais, comme chercheur, je lui demandais les données, est-ce que je les aurais? Et la réponse était quand même non. Fait qu'on va revenir plus en détail sur cette question de l'accès. David? Bonjour tout le monde. Je suis un professeur agrégé à McGill. Et je dirige un groupe de recherche d'environ 30 personnes. Ça inclut les étudiantes, les autres chercheurs. Et la recherche est à l'intersection de l'informatique et la santé populationnelle. Donc, on trouve les méthodes. Peut-être ça. On trouve les méthodes qui aident le meilleur feedback. Hein? Je pense que ça va. Est-ce que ça s'est ouvert aussi? Ouais. D'accord. Un peu trop fort, peut-être. Donc, on cherche les méthodes qui aident les gens qui font faire les décisions sur la santé de la population
d'utiliser les données existantes, de trouver qu'est-ce que c'est l'état de la santé populationnelle et comment on peut améliorer l'état de santé. Donc, je vous donne 2 exemples de projets que je fais avec mon groupe qui peut-être faire une illustration sur notre sujet ce soir. Le premier grand projet s'appelle le Population Health Record. Donc, ça, c'est un projet qui essaie de créer une infrastructure un peu comme un dossier clinical informatisé pour un médecin, mais pas pour une patient, plus pour une population. Donc, l'idée là est, est-ce que c'est possible de faire une bonne intégration de les données qui explique pourquoi la population est un problème avec la santé et qu'est-ce que c'est l'impact du système de soins sur cet état de santé. Donc, avec ce système-là, on fait une intégration de données qui viennent de la RAMQ, de l'Institut de statistique de Québec, et les autres sources, les enquêtes, par exemple. Aux bases de ce système, c'est une cohorte ouverte qu'on a créée, qui est un échantillon par hasard de la grande région de Montréal. C'est un échantillon de 25% de la personne, tout anonymisé, donc on n'a pas le nom ou toutes les choses comme ça. Mais on connaît l'âge et on a une trace de l'utilisation du système de soins vers quelques années. On débute avec 1988 à maintenant, à 2014. Juste pour vous dire, qu'est-ce que c'est le processus d'avoir accès à cette sorte de données? Qu'est-ce que le temps ça prend ici à Québec? Donc, ce projet est fondé par la Fondation canadienne d'innovation. Donc, on a reçu l'argent, une subvention pour créer l'infrastructure informatique, pour avoir accès à les données, pour créer les méthodes, pour faire le jumelage, l'intégration et tout ça. On a reçu les subventions, on a fait la demande en 2007, on a reçu la subvention en 2009. On a débuté nos demandes de la CAI, la Commission d'accès à l'information ici à Québec, en 2009. Ça prend presque 3 ans pour avoir l'approbation, d'avoir en théorie, d'avoir accès à les données. Après ça, nous avons travaillé avec la RAMQ et l'Institut de santé Québec, mais c'est la RAMQ qui gérait ce processus pour avoir accès aux données. Nous avons juste reçu le plein cette donnée cet été. Donc, ça, pour vous donner un portrait, ça prend... C'est clair, c'est un grand projet. C'est peut-être un peu différent de le projet petit, qui on peut avoir accès plus rapide, mais ça, c'est presque 600 maintenant d'avoir accès à cette donnée. Donc, et maintenant, bien sûr, nous avons les données dans les serveurs, dans le mode vraiment secure, un peu comme vous avez juste écouté, avec toutes les protections d'accès et tout ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec cette donnée? Beaucoup de choses, parce que on travaille maintenant avec l'Institut national de santé publique de Québec et aussi l'Institut national en excellence en services de santé sociaux pour comprendre qu'est-ce que c'est, on peut créer les modes d'assurer que les données est disponible dans un format qu'on peut utiliser pour faire les décisions. Maintenant, la plupart des systèmes qui existent pour avoir accès à l'information ne sont pas mis à jour. C'est quelques années vieilles, les données qu'on peut avoir accès. C'est un peu partout. On peut accéder à un morceau d'information ici, un morceau là. Mais pour nous, on veut assurer que tout le monde a un bon portrait et on peut comprendre qu'est-ce que c'est les choses qui sont importantes pour l'état de santé. Donc, ça, c'est notre travail et ça, c'est ce projet. Et maintenant, nous sommes contents d'avoir nos données, mais nous avons pris beaucoup de temps pour faire le travail juste d'avoir accès. Donc, je pense que c'est important ici à Québec d'avoir un chemin un peu plus rapide avec toutes les protections en place, bien sûr, mais d'assurer que les chercheurs que font les bonnes recherches et aussi de la perspective de les gens qui sont dans la position de donner la perspective pour la santé publique ou pour la gouvernance de le système clinical pour aussi avoir l'accès dans cette sorte de contexte. Donc, ça, c'est un projet. Je vous donne un autre exemple d'un projet qui utilise les données qui viennent d'un contexte plus commercial. Parce que c'est important aussi de penser comment est-ce que les chercheurs, les autres, utilisent les données, pas qui viennent du système de santé ou le gouvernement, mais viennent des autres sources. Qu'est-ce que c'est le contexte là? Donc, je pose une question pour tout le monde au premier. Donc, qu'est-ce que vous pensez et les facteurs de risque
les plus importants pour les maladies chroniques ici au Canada, on peut faire quelque chose. L'âge, par exemple, c'est important, mais on ne peut pas changer l'âge. Donc, qu'est-ce que c'est le facteur de risque plus important? Pardon? Non. On peut avoir un débat de numéro 2. Le tabac, c'est important, bien sûr, mais l'alimentation, c'est le plus important. Donc, qu'est-ce que le système de santé, la santé publique connaît sur la question de l'alimentation? Qu'est-ce qu'on mange dans un quartier et l'autre? Pas beaucoup. On a une enquête qui arrive chaque quelques années, mais ça ne donne pas beaucoup de détails qui en mangent et pourquoi. Donc, nous avons pensé, comment, dans le contexte de notre projet PawPHR, on a pensé comment on peut avoir accès aux meilleures sources de données pour cette sorte d'alimentation. Et on a parlé avec nos collègues qui sont dans la faculté de management et gestion. Et ils ont dit, écoute, ça existe, cette donnée, c'est partout. Chaque épicerie, chaque dépanneur a un système qui scanne chaque chose qu'on a acheté. Ça vient dans une banque de données qui reste dans le magasin. Et aussi, il existe des entreprises qui centralisent cette donnée et vendent cette donnée. Donc, on a pensé, OK, peut-être on peut acheter cette donnée. On a fait la recherche, oui, c'est possible. Bon, il faut avoir beaucoup d'argent, mais on trouve un bon deal pour les chercheurs et on a acheté cette donnée pour le province de Québec. Et c'est pour un échantillon, ce n'est pas pour tous les magasins. Ce n'est pas à un niveau individuel, c'est tout à un niveau d'une chose qui est vendue à un magasin. Mais on a peu accès à la donnée à chaque chose qui est vendue. Par exemple, c'est 6 Coke Diet dans ce format, à ce prix, par exemple. Donc, avec cette sorte de données, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire beaucoup de choses. Par exemple, on peut faire une analyse de quelle est l'activité promotionnelle d'une sorte de nourriture à l'autre dans les quartiers différents de Montréal. Donc, j'ai un étudiant doctorat maintenant qui fait cette recherche. Il regarde particulièrement sur la question de les boissons gazeuses avec sucré. Qu'est-ce que c'est la variation avec les ventes, merci, mais la diminution de prix, par exemple, la promotion dans un quartier et l'autre, et qu'est-ce que c'est la réponse des gens qui habitent dans ce quartier à cette vente? Donc, c'est clair ici à Québec, c'est un pattern de cette discount. C'est un peu le même partout, mais la réponse à un discount, c'est vraiment plus augmenté dans les quartiers plus défavorisés. Donc, ça va dire, si on pousse beaucoup des nourritures dans cette sorte d'un quartier défavorisé, on a une grosse augmentation d'acheter. Donc, ça, c'est juste un exemple. Donc, ça, c'est une question de qu'est-ce que c'est l'interaction de le quartier commercial et le contexte de santé, un des facteurs de risque plus importants. Donc, ça, c'est un exemple, mais on peut aussi penser d'autres sortes de données commerciales, par exemple, des données commerciales qui viennent d'un programme, par exemple, d'un magasin où les gens utilisent les cartes comme le ACQ a juste mis en place. Avec cette sorte de système, on peut faire un lien avec les produits, la vente et une maison aussi. Et donc, avec ça, on peut regarder le pattern vers temps. Donc, ça, c'est les données un peu plus sensibles parce que c'est plus proche à quelqu'un. Mais c'est intéressant de penser qu'est-ce que les entreprises font avec cette donnée maintenant. Et donc, on peut parler pour beaucoup de temps sur ce sujet. De notre côté, bien sûr, chaque étude qu'on fait, il faut passer dans une board éthique et assurer que notre recherche est dans le bon intérêt de la société et ne pose aucun risque les gens qui ont généré les données. Mais c'est une différente perspective dans le contexte commercial. Donc, je pense que c'est important aussi de penser pas juste qu'est-ce qui s'est passé dans le contexte du gouvernement, dans le contexte de recherche avec nos données, mais qu'est-ce qui existe dans le contexte du mode commercial et qu'est-ce que c'est la motivation dans ce domaine et dans notre domaine. Dans notre domaine, c'est toujours l'avance, la connaissance, d'assurer la santé populationnelle. Donc, je juste introduire le concept que j'imagine tout le monde est au courant avec, mais c'est toujours une balance de les risques et les bénéfices. Et on parle de notre côté, bien sûr, toujours le bénéfice sociétal,
Et on faut bien sûr gérer le risque, mais on faut parler de cette perspective, pas juste dans le contexte gouvernemental et recherche. Merci. Merci beaucoup. Et effectivement, on pourrait se poser la question de savoir, tout le monde qui est ici avec un téléphone cellulaire dans sa poche, Google sait que vous êtes venu. Et chaque fois que vous acceptez d'installer une application sur votre téléphone, cette application sait énormément de choses sur vous. Chaque fois que vous acceptez une carte de crédit ou une carte de fidélité, il y a une compagnie quelque part qui est en train de savoir item par item tout ce que vous avez acheté. Il y a une masse de données qui existe dans nos sociétés qui est énorme. Puis je pense qu'on pourra revenir aussi à savoir est-ce que la nature de l'exploitation, on la connaît et est-ce qu'elle est la même dans les données publiques et dans les données privées. Dr. Schull donc, nous parle de l'Ontario est probablement la province au Canada qui a avancé le plus et qui a fait le plus de choses pour que quelqu'un, quelque part, fasse des choses intelligentes avec des données administratives en santé. OK, merci beaucoup, Damien. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de revenir à Montréal, ma ville natale. Et je suis directeur de l'Institute for Clinical Evaluative Sciences à Toronto, mais je pense que je préfère le nom de Damien, l'Institut d'excellence. Je pense que je vais utiliser celle-là. Et on m'a demandé de venir pour parler du modèle qu'on exploite à mon institut. Et d'après moi, c'est quelque chose qu'on peut dire, premièrement, ça existe d'autres façons, d'une certaine façon dans notre province. Et ça a potentiellement une application ici au Québec aussi. Alors, l'Institut est premièrement, je veux juste vous décrire un peu la structure de l'Institut. On existe depuis 25 ans. Alors, on a été fondé en à peu près 1992. On est un institut indépendant. On n'est pas affilié avec le gouvernement ni avec une université comme telle. Et on est une corporation à but non lucratif. Et nous sommes affiliés avec plusieurs universités en Ontario. Alors, on a en fait cinq lieux physiques. On a notre base centrale, on peut dire, à Toronto, mais on a en plus un autre emplacement à l'Université de Toronto, à Toronto même, pour des chercheurs de l'université, un autre à l'Université d'Ottawa, un autre à l'Université de Western Ontario, à London, un à Queen's, et on est en train de bâtir deux autres, un à McMaster, qui est à Hamilton, et un dans le nord de l'Ontario, à l'Université de Laurentienne. Alors, tous les chercheurs qui ont accès aux données à notre institut sont des chercheurs qui sont affiliés avec l'Institut, mais aussi doivent être facultés dans une université de l'Ontario. Alors, ils peuvent être à l'Université de Toronto, ils peuvent être à l'Université de Queen's ou Western Ontario, mais c'est toutes des facultés. Ils doivent être des chercheurs qui sont associés avec une université, en plus de rejoindre nos critères pour être un chercheur à ICES. Notre permission pour recevoir les données que nous avons détient premièrement de la loi pour la protection de l'information de santé personnelle en Ontario. Alors, quand cette loi a été passée en à peu près 2003, je pense, on existait déjà depuis à peu près plus que 10 ans. Alors, en fait, on a été chanceux parce qu'on a été écrit dans la loi, parce que le gouvernement reconnaissait la valeur du travail qu'on faisait. Alors, il voulait que notre permission pour recevoir les données continue. Alors, on a un statut spécial qui s'appelle un institut prescrit. Il y en a à peu près 4 en Ontario. Et comme ça, on a le droit, comme CIHI, en fait, est un autre institut prescrit sous la loi en Ontario. Ce que ça veut dire, c'est que ça nous permet de recevoir des bandes de données, de l'information de santé qui est identifiée et que nous, à la suite, on anonymise, ou on peut dire pseudo-anonymisation, parce qu'on peut jamais vraiment dire que c'est complètement anonyme, mais on fait en sorte qu'on ne peut pas réidentifier des individuels en utilisant nos bandes de données. Alors, ce statut-là, comme institution prescrit, est sous le contrôle du commissionnaire de l'équivalent essentiellement du commission de... L'accès à l'information. Voilà, l'accès à l'information au Québec, l'équivalent en Ontario. En fait, eux, ils revisent tous nos politiques, toutes nos procédures, tous les 3 ans. Et je peux vous dire que c'est une révision assez exhaustive. Ça prend à peu près 1 an pour compléter la révision. Et
au bout de cette révision, on reçoit encore une licence essentiellement pour rester une institution prescrite pour les prochaines 3 ans. Mais si jamais nos procédures ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils doivent être, on peut en fait perdre ce statut-là, ce qui serait dévastatrice pour l'Institut. Alors, on prend ça très sérieusement, comme vous pouvez imaginer. Une autre sorte de contrôle sur comment on utilise les informations, c'est tous les contrats qu'on a avec les organismes et les institutions qui nous donnent des données. Alors, par exemple, on a un contrat avec CIHI. On reçoit beaucoup de données de CIHI pour la province de l'Ontario et on a un contrat qui décrit quelles données on va avoir et qu'est-ce qu'on peut faire avec et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec. On a une autre entente semblable avec le ministère de l'Ontario, le ministère de la Santé de l'Ontario, parce qu'on reçoit beaucoup de données du ministère de la Santé. Et encore une fois, c'est très détaillé sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire avec les données. Ainsi de suite, avec toutes sortes de partenaires. Alors, on a plus que 100 bandes de données pour l'ensemble de la population en Ontario. Et plusieurs de ces bandes de données-là vont jusqu'en 1990 à peu près. Alors, on a vraiment un portrait historique et sur l'ensemble de la population. En plus, on a des bandes de données sur les prescriptions, sur les contacts avec les médecins dans la communauté, les médecins de soins en première ligne, toutes sortes de registres de maladies oncologiques, cardiaques, etc., des enquêtes qui sont faites par Statistique Canada, par exemple. On reçoit des copies de ces enquêtes-là. Et ce qui est particulièrement intéressant récemment, c'est que depuis à peu près 5 ans, on reçoit des copies des records médicaux électroniques de soins de première ligne. Alors, pour à peu près 500 000 Ontariens, c'est à peu près 400 ou 500 pratiques de première ligne, on reçoit une copie de leur record entier de soins en première ligne qu'on a jumelé avec nos autres bandes de données. C'est un ressource très, très puissant pour comprendre ce qui se passe en soins primaires. Alors, je vais vous parler un peu des données qu'on utilise. Maintenant, je vais vous parler un peu de qui a accès à ces données. Alors, l'accès à ces données est extrêmement contrôlé. Premièrement, on a à peu près, je dirais, 3 personnes dans notre institution. On a à peu près 200 staff et presque 200 chercheurs qui sont affiliés avec l'Institut. Il y a à peu près 3 personnes qui ont accès aux données identifiées quand ils rentrent et c'est une unité qui est complètement, comment je peux dire ça en français, ils sont complètement isolés du reste de l'Institut. Alors, quand ils reçoivent ces données-là, eux, leur job, c'est d'enlever tous les identificateurs, le nom, le numéro de l'assurance maladie, mais on met un code qui est encrypté pour permettre de jumeler ces bandes de données plus tard. Après ça, chaque fois qu'un chercheur veut toucher aux bandes de données pour un projet, il faut avoir un processus d'approbation. Premièrement, on demande, bon, c'est quoi la question, quelles sont les données qui sont nécessaires. Tu ne peux pas juste dire, bon, je veux toutes les hospitalisations. Non, tu dois dire quelles années, quelles variables à l'intérieur de cette bande de données voulez-vous et pourquoi en avez-vous besoin. Et on a un office Privacy Office qui fait une évaluation de chaque demande pour toucher aux données. Après ça, il y a juste certains de nos staffs, même après avoir eu l'approbation, il faut aussi avoir une approbation d'une comité d'éthique qui est indépendante de l'Institut pour chaque demande. Après ça, il y a seulement quelques analystes qui peuvent avoir accès aux données, même non identifiées. Le chercheur lui-même ne peut pas aller voir les données, c'est juste les analystes. Alors, il y a toute une série de contrôles sur l'accès aux données pour justement rendre confiance à la population que leurs données sont saines et saufs à l'intérieur de l'Institut. On a commencé depuis à peu près 1 an et demi. Ça, c'est en fait avec une subvention qui vient du CIHR et le ministère de la Santé de l'Ontario à donner accès virtuel à nos données. Alors maintenant, un chercheur n'importe où au Canada a le droit de faire une demande pour avoir accès à nos bandes de données. Il y a encore un processus semblable à ce que je vous ai expliqué pour dire oui ou non. Mais une fois on donne le feu vert,
on ne donne pas les données à personne. Il faut que cette personne-là ait donné accès par VPN, je ne sais pas comment dire ça en français, mais Very Private Network, Virtual Private Network, sorry, sur nos serveurs et ils ont juste accès aux bandes de données sur lesquelles ils ont eu permission de voir. Ils font toute leur analyse sur nos serveurs. Ils peuvent seulement enlever les résultats agrégés. Aucune donnée individuelle peut être enlevée. Et ça, maintenant, on a eu à peu près, depuis un an et demi, à peu près 130 demandes. Et il y en a à peu près 108 à peu près qui ont été à l'avant. Il y en a qui n'étaient juste pas faisables, mais ça, je pense que c'est un modèle qui est très intéressant parce que, un, ça donne accès à beaucoup plus de chercheurs et deux, ça garde quand même la sécurité pour les données. L'autre chose que je voulais juste mentionner vite, c'est qu'on a une partie de nos fonds viennent du ministère de la Santé de l'Ontario. Et une de nos mandats, c'est de répondre à des questions qui parviennent du système de santé. Alors, si, par exemple, le ministère de la Santé a une question sur qu'est-ce qui se passe avec les patients avec multimorbidité, ou si un régie régionaux, les équivalents en Ontario, ont une question sur les asthmatiques, ou si un hôpital veut savoir qu'est-ce qui se passe avec les patients qui sont réadmis à leur hôpital à comparer avec d'autres hôpitaux, ils peuvent nous demander la question. On fait l'analyse et on leur donne un rapport. Et tout ça, en fait, c'est gratuit parce que ça fait partie de notre financement du ministère. On fait à peu près 40 projets par année de ce genre. Et je pense que c'est pour le gouvernement, en fait, le gouvernement, bon, ils aiment la recherche, vous savez très bien que la recherche se passe, mais dans le fond, eux, ça ne leur dérange pas trop s'il y a plus de recherche ou moins de recherche, mais si on peut répondre à des questions qui leur préoccupent ou qui préoccupent les acteurs dans le système de santé, je pense que c'est quelque chose qui donne vraiment un atout, qui donne un bon argument pour la valeur de l'Institut. Et c'est peut-être un modèle semblable qui pourrait être bon pour le Québec. Dernier point, je veux dire, c'est qu'il y a à peu près 2 ans, le gouvernement en Ontario a lancé un programme provincial pour entraîner du monde dans le système de la santé, des médecins, infirmières, administrateurs, etc., dans l'amélioration des qualités de soins. Et on est un partenaire là-dedans pour donner accès à ces équipes-là à des données et aussi un entraînement comment utiliser les données, soit nos données ou leurs données, comment faire l'analyse pour l'amélioration de soins. Ce n'est pas vraiment de la recherche, c'est vraiment frontline quality improvement. Et encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui est très pratique et où la valeur est très évidente. Alors, je vais arrêter là, puis s'il y a des questions, je suis content de les répondre. Bon, et pour tous ceux qui ne sont pas du monde dans la recherche, les données que Michael décrit font baver d'envie tous les chercheurs au Canada. Et quand on regarde en termes de publication, les gens en Ontario, nos gentils collègues, sont en train de sortir avec une régularité troublante de splendides analyses qui, au Québec, sont infaisables. Donc, je pense que c'est quelque chose à dire. La dernière présentation est donc de Carole Beaulieu, qui est une journaliste. Et peut-être juste pour introduire un peu de contexte, dans le cadre d'un projet de recherche que j'ai sur la rémunération médicale avec une équipe, nous nous sommes heurtés à un mur. Il semble que, dans notre cas à nous, il était impossible d'avoir accès aux données. Et cette impossibilité, bon, m'a frustré personnellement, m'a aussi donné l'occasion de discuter avec d'autres chercheurs. Et il semble que le mur que nous avons heurté, on n'était pas les seuls à le heurter. En fait, au Québec, on est la province au Canada dans laquelle l'accès aux données est le plus difficile et le plus discrétionnaire aussi. Donc, on est dans une province dans laquelle, en pratique, il est extrêmement difficile d'avoir accès aux données et les anecdotes d'obstruction se multiplient. Et à ce moment-là, j'ai croisé un journaliste de l'actualité, Jonathan Trudel, à qui j'ai confié mes états d'âme et ma déception. Et Jonathan a dit « Ah oui, mais ça, c'est du matériel qui m'intéresse. » Et à partir de là, donc, il y a eu un début d'article et c'est cet article-là qui a été publié récemment et sur lequel il y a eu un éditorial de Mme Beaulieu. Je vais reprendre ce micro-là. Alors, contrairement à mes... On prend celui-ci, c'est bon. Contrairement à mes prestigieux collègues, je ne suis pas chercheur, mais journaliste. Alors, je pense que le magazine L'Actualité est arrivé à ce dossier pour des raisons plus d'affaires publiques.
Alors, on comprend la frustration des chercheurs de ne pas avoir accès aux données. On y voit surtout, nous, l'incapacité qui suit pour les citoyens de se faire une tête. Alors, il faut quand même se souvenir, je vais vous citer les chiffres parce qu'ils sont bons, que chaque année, 6,7 milliards de dollars sont versés aux médecins du Québec chaque année. 175 médecins ont facturé l'an dernier plus d'1 million. C'est quand même énormément d'argent. Alors, on voit très bien avec le vieillissement de la population que ces montants vont continuer d'exploser. On voit très bien, on a vécu plusieurs gouvernements récents qui répondent aux journalistes lorsqu'on discute du budget de la province, que oui, il faut compresser, il faut couper, il y a de l'austérité. Le seul budget qui n'est pas vraiment en austérité, c'est celui de la santé. C'est comme une progression qui semble qu'on ne peut pas arrêter. On ne comprend pas trop pourquoi, mais ça semble impossible de l'arrêter, peu importe les différentes mesures. Alors, il y a beaucoup de journalistes qui tentent de comprendre, et le meilleur moyen de comprendre, et beaucoup l'ont dit, tu ne peux pas comprendre si tu ne te mesures pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Alors, les journalistes ont tendance à avoir besoin des chercheurs pour leur dire, bien, qu'est-ce qu'on fait avec? Alors, évidemment, lorsqu'on apprend qu'il y a des ophtalmologistes qui facturent, j'ai même leur nombre exact, il y a, c'est tout nouveau, ça, il y a 46 ophtalmologistes qui, l'an dernier, ont facturé en moyenne 1,4 million. C'est quand même beaucoup d'argent. Alors, on sait très bien que la technologie progresse. On sait que parfois, des tâches qu'ils faisaient en l'espace d'une demi-heure, ils font parfois maintenant. Des fois, ça leur prenait 2 heures. Maintenant, ça prend 15 minutes. Leur tarif n'a pas changé. Et s'il y a une chose que j'ai appris dans ma maintenant longue carrière, ça fait plus de 30 ans que je suis journaliste et j'ai commencé à couvrir la santé au devoir quand j'étais très jeune et très folle, et que contester la vie d'un médecin, contester son choix, ses politiques, sa pratique, c'est extrêmement difficile. C'est difficile pour un citoyen, c'est difficile pour beaucoup de gens. Alors, si vous n'avez pas un jour goûté à la médecine des différentes fédérations médicales du Québec qui sont pas contents parce qu'un journaliste a écrit quelque chose de peut-être un peu critique sur eux, vous n'avez rien vu. C'est le mouvement le plus agressif que j'ai vu, moi, en 30 ans de métier, lorsque les deux fédérations, que moi j'appelle des syndicats, ne sont pas contents d'un traitement, d'un reportage ou d'un éditorial. Ils sont très, très nombreux, ils sont très instruits, ils savent écrire. Nos courriels et nos téléphones se remplissent agressivement du fait que nous avons osé contester, peut-être, leur vision du monde, leur façon de dépenser l'argent, leur choix. Alors, oui, il y a des journalistes qui aimeraient ça, savoir un peu plus ce qui se passe dans ce milieu-là. Alors, les chercheurs, d'une certaine manière, sont nos alliés, parce qu'ils peuvent peut-être, eux, accéder à ces données, faire du sens. Et je fais aussi partie, vous verrez mon âge, de la génération de femmes qui a commencé, il y a déjà très longtemps, à contester les choix médicaux parfois. Alors, quand M. Lemay rappelle que lorsque les premières données ont commencé à sortir sur les mastectomies faites dans certaines provinces plus que dans une autre, les césariennes faites dans certaines provinces plus que dans d'autres, faites certains jours de la semaine plus que dans d'autres, faites à certaines heures plus que dans d'autres. Toutes ces questions-là étaient très, très importantes pour les femmes qui tentaient de prendre en main des décisions qui avaient un lien avec leur santé. Alors, ça semble un peu fou qu'à une époque où on arrive à savoir tellement de choses, il y a tellement de données disponibles, où on peut crypter ces données-là, que les chercheurs ne puissent pas y avoir accès. Le beau côté des choses au Québec, je dirais, pour avoir parlé au ministre Jean-Marc Fournier, vous retrouverez ça dans le numéro, le ministre Fournier, qui est responsable de la loi d'accès au Québec, semblait sincère. Il dit qu'il vient tout juste de découvrir le problème, que les données n'étaient pas aussi accessibles, que c'est le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, qui l'a sensibilisé à ça, qu'il est beaucoup d'accord. Il pense que pour les politiques publiques à venir, c'est important qu'il y ait plus de données qui soient accessibles, qu'il veut le faire, et qu'il y a donc ce long processus d'amendement à faire à la loi d'accès. Comme M. ici le disait tantôt, il a été chanceux, il existait déjà quand la nouvelle loi est arrivée en Ontario et il a été intégré. Si vous n'avez pas vu ça, je vous invite à aller voir, vous allez trouver ça très facilement sur Internet. On voit dans une campagne en Ontario des médecins qui disent combien ils sont contents parce qu'ils reçoivent de leur gouvernement des résumés de leurs pratiques. Ils reçoivent des petits documents qui leur disent « Ah, la moyenne de tel type de test fait cette année en Ontario, ou ce mois-ci, c'est ça. Vous êtes plus haut, plus bas. Pourquoi? » Alors, on les invite à s'améliorer, on les invite à travailler dans le sens de la santé de leurs patients.
mais aussi peut-être un peu dans le sens d'une bonne utilisation des ressources disponibles. Et ça va devenir de plus en plus important et les journalistes ne peuvent pas aider le public à se faire une tête s'ils n'ont pas accès à des données. Et on a besoin que les chercheurs puissent y avoir accès aussi. Merci. Donc, on va ouvrir une discussion avec la salle, mais juste pour illustrer quand même le problème, c'est assez fascinant si vous le lirez dans l'actualité, puis c'est une anecdote qui circule, mais au Québec, des organismes subversifs, comme par exemple le Collège des médecins du Québec, quand ils demandent poliment à la RAMQ s'ils peuvent avoir de l'information sur un type de pratique médicale de façon à justement remplir leur mandat, qui est de s'assurer de la qualité des soins offerts, la RAMQ leur répond « non ». Et ça peut sembler incroyable, mais c'est vrai. Comme chercheur, donc le gouvernement du Québec m'a financé, moi et une équipe, mais comme chercheur principal, un projet pour étudier la rémunération médicale. Donc on se dit, ben, pour étudier la rémunération médicale, la meilleure façon serait qu'on ait une forme d'accès aux données. Et on a demandé gentiment et on nous a répondu, c'est pas possible. Et là-dessus, donc il y a l'ouverture vers le fait que ça semble possible ailleurs, ça semble possible parfois, et les données existent quelque part. La question est donc de savoir comment, socialement, un peu, qu'est-ce qu'on gagnerait comme société à ce que ces données-là soient utilisées à bon escient par les bonnes personnes au bon moment pour se poser les bonnes questions? Et si on veut arriver là, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on change? Peut-être que je pourrais commencer. Qu'est-ce qu'une société gagne à exploiter intelligemment les données en santé? Des connaissances. Je pense qu'il y a des questions. Il y a des questions que le gouvernement peut avoir, qu'un chercheur peut avoir, qu'un journaliste peut avoir, qu'un médecin peut avoir en pratique. Et ces bandes de données-là existent. Ils sont, en fait, au Canada, on a parmi les meilleures données du monde en termes d'un système avec un payeur, un système universel et des bandes de données qui couvrent la population entière, qui inclut en beaucoup de cas presque tous les secteurs de santé, hôpital, urgence, soins primaires, soins à long terme, etc. Alors, on a l'opportunité d'exploiter ces bandes de données-là pour justement avoir des informations précises qui peuvent, avancer la médecine en santé et d'un autre côté, peuvent tout simplement répondre des questions très pratiques pour un médecin qui veut améliorer sa pratique. Si je reçois mon rapport qui dit « je ne suis pas aussi bon que Dr. David dans ma pratique », je peux essayer d'améliorer et espérer que mon prochain rapport va être mieux. Je pense qu'effectivement, l'étalonnage et la comparaison entre pairs, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et puis, ça peut aussi avoir des effets inattendus. On a produit des indicateurs sur la mortalité il y a quelques années ici. Et il y a un établissement du Québec où les résultats étaient très, très différents des autres. Et alors là, on a commencé à travailler avec cet établissement-là. On faisait toutes sortes d'hypothèses pour essayer de comprendre pourquoi cet indicateur-là était si différent des autres. C'est un indicateur de mortalité, donc c'était très sensible pour cet hôpital-là, pour la population autour de cet hôpital-là. Et à force d'investiguer ça, on s'est aperçu qu'il y avait un problème important au niveau du codage des données. Alors, il y avait, par exemple, le codage des soins palliatifs qui était fait différemment dans cet hôpital-là que dans d'autres. Et le fait de travailler avec ces données-là, puis de les exposer tout le temps et de les rendre publiques également, fait en sorte que les données elles-mêmes s'améliorent au fil du temps, parce que quand il y a des choses qui sont très différentes d'un endroit à l'autre, ça nous oblige à questionner et d'aller plus loin et de vérifier si effectivement il n'y a pas quelle est la source des différences au niveau des données. Et je veux juste dire aussi, en plus de connaissances, c'est aussi le concept d'information. Donc, la connaissance, ça vient de recherche. On pose une question, on fait quelque chose, on trouve quelque chose qui est important dans un contexte général. Mais l'information est quelque chose qui est pertinent de gérer un système de soins, par exemple, ou de mettre en place une intervention à niveau populationnel, de améliorer l'état de santé ou de minimiser les différences de différenciation dans une population. Donc, on faut avoir accès à cette sorte d'information qui vient de le donner dans le système de soins et les autres sources pour mieux gérer la santé populationnelle. Donc, ça, c'est un autre bénéfice important d'avoir accès à les données. Il y a un micro qui se promène dans la salle, donc si vous voulez poser une question, levez votre main, le micro se rendra jusqu'à vous, mais il y a déjà quelqu'un dans... Bonjour, mon nom est Joanne Castonguay, je travaille au Cyrano, je travaille dans le secteur de la santé, recherche en santé.
politique publique. Pour répondre à ta question, Damien, parmi les bénéfices, non seulement on aurait un bénéfice qui serait d'améliorer nos services de santé, l'efficience de nos services de santé, mais si on avait un meilleur accès à l'information, on aurait une meilleure efficacité de nos fonds qu'on investit en recherche, puisqu'on n'aurait pas besoin de refaire le même exercice de monter la montagne pour avoir accès aux données, structurer les données, etc. Et faire des estimations sur des données qui, de toute façon, seraient disponibles et beaucoup meilleures que des estimations qu'on doit faire en absence des données. Donc, diminution du coût de la recherche, d'une part. Et autre chose, on aurait une beaucoup plus grande facilité de développer nos propres compétences parce qu'on aurait accès à l'information. Et c'est en ayant l'accès à l'information qu'on peut développer ces compétences-là, qui est d'analyser l'information pour améliorer les services de santé. Et pendant que le micro se promène, je dirais, il y a la diversité des points de vue, parce que on partage avec Mme Castonguay le même intérêt dans l'accès aux données. Parfois, nos points de vue peuvent diverger sur d'autres aspects, et plus on va avoir des acteurs qui sont différents et qui ont accès aux données et qui peuvent les utiliser pour se poser des questions, plus on va avoir une diversité dans les points de vue auxquels on confronte les données. Et il y a une plus-value démocratique à ce qu'effectivement, des gens différents avec des points de vue différents puissent se poser des questions. C'est pas le micro qui court après les gens, finalement, c'est les gens qui courent après les gens. Parfois, on a des diversités parce qu'on n'a pas accès à l'information. Et avec l'information, souvent, ça nous permet justement d'améliorer et d'arriver avec des points de vue qui convergent. Bonsoir. Merci pour le panel. Moi, je suis étudiante à la maîtrise à l'Université McGill, donc represent. Je suis aussi représentante d'un groupe qui s'appelle McGill Nurses for Healthy Policy. Donc, nous, ça nous intéresse extraordinairement, qu'est-ce qu'on a discuté ce soir. Ça m'a fait un petit peu penser qu'est-ce qu'on a discuté jusqu'à maintenant. Les recherches, les landmark studies, je ne sais pas s'il y a un mot pour ça en français. Landmark studies. Par exemple, comme de Linda Aitken, qui est la rectrice de la faculté de nursing en Pennsylvanie, mais qui a fait une étude rétrospective sur presque 1 demi-million de patients dans 9 pays européens. Je veux dire, c'est le genre de recherche qui a été publiée dans The Lancet, qui a eu des répercussions au niveau international. Mais pour arriver à ça, il a fallu qu'elle ait accès à ce genre de données-là. Fait que pour moi, ça va. C'est sûr, il y a le côté pratico-pratique. On a besoin de savoir c'est quoi les ressources qu'on utilise, comment on les utilise, c'est quoi ça. Je veux dire, ça nous permettrait de connaître notre population, de connaître nos médecins, connaître nos hôpitaux, connaître la première ligne. Mais aussi d'avancer peut-être des connaissances au niveau international. Ça va plus loin que juste on a un système de santé relativement unique pour le meilleur ou pour le pire au Québec, là, on s'entend, mais je veux dire, on pourrait, il y a des choses qu'on pourrait potentiellement découvrir là-dedans aussi, indépendamment de la manière qu'on analyse. Fait que pour moi, ça nous donnerait l'occasion pour des chercheurs futurs peut-être qui voudraient faire ce genre de grosses études-là aussi, de nous permettre d'avoir accès à ces données-là. Une autre question. Je pense qu'en fait, ce genre de recherche maintenant avec des millions de patients ou de millions de citoyens qui sont inclus devient de plus en plus routine parce que c'est maintenant la norme d'avoir des énormes bandes de données qui couvrent des populations. Puis en fait, en Europe, c'est encore mieux. C'est toutes sortes de bandes de données sociales, éducation, tout ça relié facilement. Alors, je pense qu'au Canada et même en Ontario, où on a peut-être quelques avantages, nous aussi, on risque de tomber en arrière du reste du monde dans notre capacité de faire des recherches qui deviennent de plus en plus routines dans notre pays. Alors, je pense que c'est vrai que, en fait, on parle ici de recherche provinciale, améliorer la situation au Québec, ce qui se passe en Ontario. On devrait aussi penser national. Comment on peut faire des recherches qui incluent 4, 5, 8 provinces de façon routinière? On n'est pas rendu là. Juste une autre petite chose à ajouter à cette perspective. C'est intéressant quand on pense les grandes études comme ça. C'est aussi une question de fenêtre opportunité pour faire cette étude, parce que dans le contexte clinical, on faut avoir une donnée qui est mise à jour et récente.
même quelques journaux comme le Lancet et les autres, ils n'acceptent pas les études qui ont fait avec les données qui ont plus que 3 ans vieilles parce que ce n'est pas pertinent encore, ça c'est la perspective. Donc, si on veut vraiment informer le process spécifiquement dans le contexte clinical, mais aussi au niveau populationnel, on faut avoir accès à cette sorte de données dans un mode relativement rapide. Oui? Claude Dallaire, je suis un gestionnaire décrocheur du réseau. Si j'ose parler, c'est peut-être parce que je suis justement décrocheur, mais ça, c'est un autre débat. J'aimerais ajouter sur la problématique, on ne l'a pas abordé, mais les gestionnaires, là, ils n'en ont pas de données. Hein. Ce qu'on a comme données actuellement, c'est du volumétrique, on a du financier, on a de la donnée de ce qui se présente devant la porte de l'établissement, du bureau, de la clinique, du CLSC et tout ça. Je dirais que ça, c'est ce qui est le plus dramatique actuellement. Donc, les gestionnaires naviguent à vue, avec aucune donnée qui vont parler du parcours du patient, de la continuité, de la trajectoire, de ce qui se passe avant, de ce qui se passe après. On est aux prises avec des banques qui parlent de médicaux, on parle d'intervention puis d'activités hospitalières. AMQ, on parle d'actes. ICLSC, c'est des interventions. Écoutez, à part peut-être la Banque de la protection de la jeunesse, où on parle de jeunes, toutes ces banques-là ne parlent pas d'individus, parlent d'activités. Donc, il n'y a pas d'unité d'analyse sur l'individu et il y a une urgence non seulement de les rendre disponibles, de les interpréter, de les travailler, mais également de les structurer pour parler de la vraie affaire, de l'expérience patient, de l'expérience de parcours où il y a les vrais changements fondamentaux. Et ça, là-dessus, là, c'est l'âge de pierre dans la gestion actuellement. Écoutez, c'est déprimant comme gestionnaire d'avoir une vue de transformation actuellement. Il n'y a pas rien. Oui, donc la recherche, oui, donc de l'évaluation, de la régulation du ministère, mais la gestion a besoin de données probantes. Ce n'est pas des données de recherche qui datent d'il y a 2-3 ans. C'est de la donnée de ce qui se passait hier matin, puis ce que je vais être en mesure de faire d'ici la semaine prochaine. Je dirais que l'enjeu est là-dessus. L'autre élément, bien, on a des banques en plus qui arrivent beaucoup trop tard, qui sont beaucoup plus trop anciennes, donc l'activité en temps réel, la donnée en temps réel, écoutez, c'est sous la plus grande souffrance actuellement qu'on peut retrouver dans le réseau. Voilà. Et est-ce que c'est techniquement possible de nos jours? Oh, oui, bien sûr. Ça, c'est le principe qui est dessus le dossier clinical informatisé que le médecin familial utilise maintenant. C'est le modèle informatique pour intégrer les données qui viennent du laboratoire, l'idéologie et tout ça. C'est un peu triste parce que Québec a aussi manqué, avec le dossier Santé Québec, cette opportunité de faire quelque chose comme ça. Parce que nous avons créé 3 silos, en effet, indépendants. Une pour l'imagerie, une pour le laboratoire et une pour les médicaments. Mais c'est aucun modèle intégré comme ça. Et ça, c'est pas par hasard que ça arrive. C'est parce que c'est une préoccupation d'assurer que c'est aucune place où c'est une intégration de toute cette donnée. C'est d'une perspective de privacy qu'on arrive à cette solution. Et c'est une solution, encore, je pensais de la balance, que c'est la balance entre la protection de la privacité de quelqu'un et le bénéfice à tout le monde. Et je pense que le dernier commentaire, c'est clair. C'est pas juste avoir accès aux données, c'est donner dans quelle forme. Et oui, bien sûr, c'est possible de faire ça. Oui, moi, je trouve ça intéressant dans le sens que on peut dire la préoccupation avec le privacy, qui est, je pense, légitime. Il faut dire que c'est sûr que ces données-là sont sensibles et ils peuvent être mal utilisés. Mais en étant trop préoccupé avec ça, le système devient complètement non transparent au public. Alors, je pense qu'une autre, quand on parle des bénéfices d'utiliser ces données, c'est on a un vrai problème au Canada avec la confiance du public dans le système de santé publique. Alors, on voit de la pression pour plus de soins privés, tout ça. Et tandis que de temps en temps, quand on regarde, on peut voir des exemples comme celui qui a été nommé par Claude, que, en fait, pour les mastectomies, en fait, le Québec, le taux était très bien, que le système performait bien comparé, en tout cas, aux autres provinces. Alors, je pense que c'est ce genre d'études-là qui peuvent donner confiance au public dans leur système et je pense que c'est très, très important. Pour revenir au point qui a été fait concernant les gestionnaires, je suis entièrement d'accord. Pour ce qui est des données plus ou moins real-time, on n'est pas rendu là en Ontario, pas du tout. C'est aussi un problème. Mais je peux dire qu'une chose qu'on a faite récemment, c'est qu'on a travaillé avec plusieurs hôpitaux, des grands hôpitaux de Toronto, qui voulaient savoir quels sont les médecins de famille qui nous envoient le plus de
de patients qui se font admettre à notre hôpital parce qu'on veut travailler avec eux. On veut voir si on peut aller leur contacter puis leur offrir des services, du soutien, d'accès à des spécialistes ou à l'imagerie qui peuvent prévenir que leurs patients se ramassent à notre urgence puis soient admis. Ils ne pouvaient pas faire ça avec les données juste de l'hôpital. Il fallait avoir des données du système entier. Alors ça, c'est un exemple d'une question appliquée qu'on a pu répondre pour eux, leur donner une liste de médecins de famille disant voici les 20 médecins de famille dans votre région qui vous envoient la plus grande proportion des patients. Et comme ça, ils ont commencé un projet pour faire contact avec ces médecins-là et leur offrir plus de services. Alors, ça, je trouve que c'est un exemple super de comment on peut assister le système. Juste un dernier exemple. Moi, ce qui m'excite beaucoup, on commence à travailler directement avec des communautés. Et en Ontario, il y a plusieurs communautés autochtones qui nous ont contactés avec des questions concernant la santé dans leur communauté. Et on produit des rapports seulement pour la communauté. Ce n'est pas des projets de recherche qu'on va publier, mais c'est des rapports pour eux, pour qu'ils comprennent mieux ce qui se passe en termes de santé dans leur communauté. Alors, si on parle d'un désir que la population prenne en soin le système de santé, la santé, je pense que c'est un très bon exemple de comment on peut faire ça avec les genres de données qu'on a partout au Canada. Je profite de l'occasion pour moi aussi rajouter une question. Je ne sais pas où est rendu le micro, mais... je vous coupe la parole 2 secondes. Mais la question de la confidentialité est probablement une question centrale pour expliquer pourquoi on est si loin de ce qui est décrit en accès en temps réel. L'obstacle de comment on s'assure de maintenir la confidentialité est est un enjeu majeur. C'est réellement la question qu'on nous met dans les pattes en nous disant c'est pas possible parce qu'il y a la confidentialité. Et il y a une question à savoir actuellement au 21e siècle, étant donné le reste des sources d'informations qui existent sur les citoyens, sur votre expérience. Google savent exactement tous les petits bobos que vous pouvez avoir parce que vous les avez certainement googlés une fois. Non, mais c'est pas une blague. Comment on arrive à concilier l'absence de vie privée qu'on a dans le domaine des entreprises privées avec un contrôle de la vie privée à ce point strict dans le domaine public pour rendre souvent la recherche, le journalisme ou la gestion extrêmement difficile. Mais je repasse la parole à la personne qui avait un micro. Oui. Peut-être une première question à Damien. Tu disais de façon un peu laconique, la RAMQ te disait non. Est-ce qu'ils avaient la décence d'élaborer un peu pourquoi ils disaient non? Puis on présume donc que les données sont effectivement disponibles quand on les demande, mais qu'il y avait véritablement un refus de les partager. Première question. J'ai beaucoup aimé l'aspect de l'intervention de M. Prof de McGill sur les données privées auxquelles vous avez auxquelles vous avez accédé et qui permettent effectivement une analyse de l'impact d'un ensemble de facteurs sur la santé qui ne sont pas ceux liés aux actes médicaux de soins comme tels, auxquels on aimerait par ailleurs avoir accès. Je trouve ça intéressant. Il y a certainement des pistes là à fouiller. En tout cas, c'est intéressant en plus parce qu'on pense souvent à l'État comme le grand détenteur des données, alors qu'effectivement, que ce soit à travers Google, mais directement à travers nos pratiques quotidiennes, de vie quotidienne, il y a un ensemble de données qu'on partage avec plein de gens, dont les entreprises privées. Il y a certainement du matériel là en lien avec la qualité des soins ou la santé des populations comme telle. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans un panel de 4, on en a 3 qui nous parlent un peu de la même chose, accès aux données pour améliorer la qualité des soins. Et Mme Beaulieu apporte un aspect fort intéressant qui est celui plus politico-économique de l'accès aux données comme tel. Et on peut comprendre que si M. Fournier et Mme Beaulieu, j'aimerais vous entendre là-dessus, ça semble très ouvert à un accès des données pour la qualité des soins, améliorer les soins et tout ça. J'imagine qu'il est peut-être moins chaud quand Damien se présente en disant « moi, j'aimerais entendre parler de la rémunération des médecins, où on est moins là en lien avec la qualité des soins, comme avec les coûts de la santé au Québec. Et j'imagine que celui ou celle qui va oser aller s'adresser au gouvernement en disant c'est quoi nos coûts en termes pharmaceutiques, parce que c'est quoi, je pense, le principal budget, outre les coûts de rémunération, c'est les coûts de médicaments, va se heurter non pas à un mur, mais ça n'existe pas, là. Alors, j'aimerais vous entendre là-dessus et peut-être nos chercheurs sur l'aspect politique, parce que, dernier commentaire, je comprends que là où on a le plus de données disponibles, c'est là aussi où les contrôles sont les plus serrés dans l'accès à ces données-là. Alors, ici, on contrôle avant de donner les données.
Et là-bas, une fois qu'on a les données, il y a des contrôles très sévères qui sont mis en place. Et là encore, Michael, est-ce que si effectivement on se pointait chez vous en disant « je veux des données dont visiblement l'objectif est de questionner les choix économiques du gouvernement, de l'État ou des pharmaceutiques, par exemple, parce qu'on a des cas récents des choix économiques des pharmaceutiques quant à la promotion de certains médicaments plutôt que d'autres, est-ce qu'il y aurait autant d'ouverture à accueillir des recherches en ce sens-là qu'il y en a actuellement à accueillir des recherches donc sur la qualité des soins? » Je pense qu'il faut se souvenir qu'un gouvernement, c'est pas monolithique. Les journalistes peuvent travailler à faire parler plusieurs ministres sur ce dossier-là, puis je pense qu'on commence à peine. Alors, Monsieur Coiteux, je pense, serait intéressé à ce que les journalistes et les chercheurs révèlent un peu plus de choses. Ça lui donnerait des meilleurs arguments autour de la table des ministres quand le ministre Barrette ou d'autres disent d'autres choses. Alors, je pense que j'ai souvent vu dans ma carrière de journaliste que les ministres sont souvent les moins bien informés et ils ont besoin de nous, ils ont besoin de vous comme chercheurs, ils ont besoin des journalistes pour creuser les choses, révéler les choses, leur donner des arguments. Il est arrivé à plusieurs reprises dans ma vie, moi, que des ministres me coulent des choses il y a plusieurs années dans des enveloppes en me disant que ça allait leur être utile si c'était connu pour ensuite convaincre d'autres ministres et peut-être convaincre un gouvernement au complet. Alors, M. Fournier n'est qu'un parmi tant d'autres. Alors, je pense qu'on a des mois de travail devant nous pour faire en sorte que la loi d'accès soit modifiée d'une façon telle qu'elle devienne utile à tout le monde. Merci pour la question, Régent. Écoute, il n'y a pas de limite sur la sorte de questions qu'on peut demander. Alors, par exemple, question de rémunération des médecins. On a discuté de ça auparavant. Il y a à peu près 3 ans, on a été demandé, en fait, par le ministère de la Santé de faire une analyse sur la rémunération des médecins depuis à peu près 10 ans, comment ça avait changé pour les médecins. On a produit ce rapport-là. Et une entente qu'on a avec le gouvernement, c'est que toutes les demandes qui nous sont faites, on a le droit de publier les résultats si on veut. Alors, si on a l'intérêt, si on trouve qu'il y a un intérêt scientifique ou public, on peut les publier. Et dans ce cas-là, on a publié ce rapport-là. On l'a répété récemment ça faisait quelques années, on voulait voir le changement. Et on s'est fait sévèrement critiquer par le OMA, l'équivalent du FRSQ, FMOQ, oui. Parce qu'ils n'aimaient pas ce qu'on révélait. En fait, le chercheur principal, c'est un médecin de famille, il s'est appelé un rat, il y a eu des poèmes très critiques qui ont été écrits auprès de lui sur des sites web, etc. Alors, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de limite comme telle. Pour ce qui est où on dépense l'argent, soit les médicaments ou soins à long terme, whatever, la seule limite, c'est les données qu'on a. Est-ce qu'on a les données pour répondre à ces questions-là? Il faut toujours avoir les fonds de recherche pour être capable de répondre à la question. Est-ce qu'on va le faire subventionner? On ne sait pas. Mais en termes on n'a pas un panel qui revise. Est-ce que c'est controversé? Est-ce que le gouvernement va aimer ça ou pas? Puis je dirais que ça fait 25 ans qu'on fait ça. On publie à peu près 350 papiers par année. Il y a beaucoup de rapports qui sortent tout le temps. Puis je pense que le gouvernement est un peu habitué. Ça crée de temps en temps des headlines dans les journaux où le gouvernement se fait critiquer. Moi, j'ai été en charge de projets où on a démontré qu'une politique du gouvernement marchait mal ou ne marchait pas bien. Je peux dire que la culture est assez blasée maintenant. On peut avoir une période chaude, peut-être... il y a des bureaucrates qui ne nous parlent pas pendant quelques semaines, mais après ça, on dirait qu'ils nous reviennent, on est amis encore. Et dans le cas sur la question, la RAMQ ne nous a pas dit non tel quel. Ils nous ont fait comprendre subtilement qu'on avait plusieurs années de procédure devant nous sur un projet subventionné pendant 3 ans. Mais techniquement, au Québec, c'est assez particulier. La RAMQ n'a pas dans son mandat de rendre les données disponibles et peut, sur la simple base d'une décision administrative, dire non à quiconque, sans avoir besoin de se justifier, et indépendamment de l'obtention. Par exemple, on doit demander l'obtention de la Commission à l'accès à l'information, qui va juger des aspects de confidentialité. Mais même si la Commission d'accès donne son autorisation, la RAMQ peut, à quiconque, dire non. Alain Venance, Université de Sherbrooke. Je voulais revenir sur un point que tu as mentionné concernant l'éthique. En fait, je pense que c'est important de voir qu'on doit avoir
on doit avoir une certaine éthique par rapport à la confidentialité au niveau individuel, mais ça s'oppose à une éthique populationnelle où on se pose la question, est-ce qu'il est vraiment éthique de ne pas utiliser des données qu'on a avec les méthodes d'analyse qu'on a actuellement pour pouvoir faire avancer la santé, même faire avancer la société avec les données qui sont disponibles déjà maintenant. Donc, je posais juste la question au niveau éthique populationnel. C'est une excellente question. Oui, merci Alain. Ça, c'est exactement ce que je pensais quand j'ai dit sur la balance. Parce qu'on peut penser toujours le risque à quelqu'un, le risque à le médecin. Par exemple, le RAMQ, il aussi pensait de la privacy de le médecin, pas juste le patient, ou même l'hôpital peut-être, mais c'est une probabilité, bien sûr. On peut identifier quelqu'un peut-être, ou un médecin, un patient, et ça peut arriver à un risque de quelque chose à quelqu'un. Mais en même temps, c'est bien sûr un grand coût, un grand, on dit en anglais, opportunity cost, ou opportunité perdu peut-être en français, juste exactement la phrase, mais de ne faire pas exactement cette sorte d'analyse. Parce que qu'est-ce qui arrive? On manque les connaissances, on manque l'information, on fait des choses inefficaces, tout ça. Donc, c'est un vrai coût. C'est peut-être un peu difficile d'estimer exactement qu'est-ce que c'est le coût de ne faire pas cette analyse. Et aussi, ce n'est pas un grand organisme dans la société qui, c'est un avocat comme un lawyer, mais un avocat pour cette perspective. Donc, ça, c'est pourquoi les choses comme Damien a organisé ce soir, c'est important pour, bien sûr, ajouter à cette perspective. Il y a un mot qui a été prononcé à quelques reprises depuis tantôt, moi, qui me fascine depuis des années, et c'est la culture. Alors, je pense qu'on ne peut pas nier qu'elle joue un rôle important dans ce qui se passe au Québec maintenant. Alors, les médecins demeurent, pour bon nombre de Québécois, un peu comme l'élite, la personne la plus instruite du village, ceux qu'on ne veut pas contester, ceux qu'il ne faut pas trop questionner. C'est probablement pas pour rien qu'au sein de notre gouvernement, maintenant, le premier ministre est un médecin, le ministre de la Santé est un médecin. Il y a beaucoup de médecins qui contrôlent énormément de choses dans notre société. C'est des gens très instruits, qu'on admire. Et il y a comme une difficulté qui n'a pas été cassée. Est-ce qu'on ne pourrait pas questionner tout ça? Qu'est-ce qu'ils font, les gestes qu'ils posent? Ils n'aiment pas ça. Et je pense qu'il y a quelques verrous qui doivent sauter avant qu'on arrive même à ce que des fonctionnaires de la RAMQ puissent penser que c'est plutôt on va rendre ces données disponibles parce que les gens qui vont s'en servir vont faire des choses qui sont bonnes pour la société. Alors, pourquoi est-ce que la méfiance est toujours du même côté et n'est pas nécessairement du côté des médecins? Non, j'ai rien ajouté. Madame Laruche. Oui, bonjour. Caroline Laruche, je suis chercheuse à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal et à Philippe Pinel. Et en fait, je voulais juste renchérir sur le fait que les obstacles à l'accès aux données, c'est pas seulement la confidentialité, mais je crois que lorsqu'on est dans des thèmes, disons, sensibles, les instituts, les établissements sont toujours très inquiets, en fait, que les données, les résultats qu'on va trouver puissent peut-être faire mention d'abus ou du système. Moi, je suis dans un autre domaine, mais c'est l'isolement et la contention. Alors, j'en ai des données. Mais c'est vraiment une inquiétude importante des milieux parce que ce sont des données sensibles et c'est un concours. C'est un combat du combattant parce que dans certains milieux où je suis connue, disons, ça va bien, mais dans d'autres où je suis chercheuse moins régulière, c'est un petit peu plus compliqué d'obtenir des données. Et nettement, en fait, plus compliqué. Et même, je dirais, les comités d'éthique, à cet égard, ont parfois des précautions particulières. Et je pense, entre autres, au fait que nous, on souhaitait regarder si, par exemple, les personnes de races différentes, haïtiennes, enfin, étaient plus susceptibles d'être mises en isolement, par exemple. C'est des choses qu'on nous a interdit de faire de façon pas tant officielle, mais quand même assez officieuse. Et la crainte, c'est toujours ça, c'est de voir les données sortir et de les voir analysées sous un angle critique.
Je vais passer le micro à M. Lemay dans une seconde, mais plus on va avoir des mécanismes qui sont discrétionnaires, dont la bureaucratie est interminable et pour lesquels il n'y a pas de recours, plus le risque que, justement, l'objection à ce qu'on ait les données soit en fait une objection politique déguisée derrière de nobles principes de protection va être grand. Vous avez raison, Mme Larue. Il y a des sujets sur lesquels peut-être c'est beaucoup plus sensible de sortir de l'information. Quand je faisais état qu'au printemps, on a sorti des indicateurs sur la longue durée. Malgré les risques, malgré les craintes, il y a 1000 établissements maintenant qui soumettent des données. Et dans les 9 indicateurs qu'on publiait, il y avait, entre autres, le recours aux contentions. Et ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est les chercheurs ou les instituts qui développent de la recherche de travailler avec les cliniciens parce que finalement, les cliniciens veulent toujours que leur pratique soit optimale aussi. Alors, dans ce cas-là, on avait l'impression que peut-être il y aurait des hésitations interminables sur les contentions et tout ça. Et finalement, tout le monde a accepté que les contentions soient un des indicateurs sur lesquels on rapportait au printemps. Fait que vous avez tout à fait raison, il y a des secteurs où c'est plus sensible, mais à l'occasion, là, on est surpris de la réaction des cliniciens à l'effet que oui, allons-y, il faut le faire. Il y a 3 questions. Il y en a une ici. M. Vanel va prendre la parole. Il y en a une autre. Il y en a une autre derrière et ensuite on va aller à une question en ligne. OK. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur pourquoi on n'a pas accès aux données. On parle beaucoup de refaire la loi sur l'accès à l'information. Je travaille actuellement avec la RAMQ, le MES et l'INES sur une entente pour avoir accès. On a regardé les lois. La loi d'accès à l'information, elle permet d'accéder aux données. La loi de la RAMQ, actuellement, elle permet d'accéder aux données et le ministère peut donner les données. Dans la loi, elle le permet. Donc le risque qu'on a actuellement, c'est de dire on va changer la loi pour permettre, mais elle le permet déjà. Donc l'accès, il n'est pas interdit par la loi, il n'est pas là. D'ailleurs, David, il a des données, il y a d'autres chercheurs qui ont des données, ça prend longtemps, mais la loi le permet. Donc la question, c'est de savoir pourquoi la RAMQ ou d'autres ne veulent pas, et comment changer. Peut-être c'est une question de culture et pas de loi ici, là. Et là-dessus, les anecdotes abondent sur l'imprévisibilité du traitement des demandes. On va dire ça comme ça. L'imprévisibilité du traitement des demandes. À loi égale et à procédure normalement égale, il s'avère que parfois c'est plus dur que d'autres. Je voulais aussi revenir sur un point. Avec la démocratisation des données, éventuellement, si on y arrive, va venir la responsabilité des chercheurs et de ceux qui utilisent les données de sortir des données qui sont valides, des résultats qui sont valides. Et on sait que pour des erreurs de codage ou pour des erreurs d'interprétation, on pourrait sortir des données erronées qui seraient peut-être néfastes aussi. Donc, avec la démocratisation des données va venir la nécessité de bien former et de bien s'assurer que les gens qui utilisent les données ont la compétence pour pouvoir les interpréter et vérifier si elles sont valides. Je ne peux pas croire que Michael n'ait pas quelque chose à dire là-dessus. C'est absolument vrai que l'interprétation des lois varie énormément. On a parlé des comités d'éthique. Un hôpital, un établissement à l'autre va interpréter la même étude comme étant absolument correcte et une autre institution va demander des changements, des négociations qui vont durer 1 an. C'est vrai. Et je ne sais pas exactement c'est quoi la solution à ce problème-là, à part d'essayer d'établir des normes. Je pense que ça prend quand même du leadership. Je pense que si le ministère de la Santé indique que rendre des données disponibles pour la recherche ou pour éclaircir sur le système, c'est une priorité, ça aiderait. Mais je dirais une autre chose, c'est que, pas pour défendre la RAMQ et le gouvernement, mais ces organismes-là n'existent pas pour rendre des données publiques. Ils n'ont souvent pas la capacité. C'est pas comme s'ils ont plein de staff qui n'ont rien à faire. Alors, c'est quelque chose qui, même s'ils voudraient le faire,
ils vont avoir de la misère à le faire. C'est pour ça que ça peut prendre 6 ans pour avoir une bande de données, même s'ils disent oui. Et je pense que ça, c'est une chose qu'il faut penser. Si on veut être sérieux, il faut créer une capacité. Il faut créer quelque chose, une institution ou avoir des staffs pour qui c'est leur job de rendre ces données-là accessibles. Et alors, on peut changer la culture tant qu'on veut, mais s'il n'y a vraiment pas la capacité, je pense qu'on n'arrivera pas où on veut être. Vous avez raison, monsieur, mais vous allez trouver d'ailleurs dans nos pages le ministre Fournier qui l'admet. Il dit la loi est sans doute trop pleine de peu et pas assez de doit. Alors, si c'est écrit doit, alors les établissements se doteraient des institutions, le gouvernement le ferait. Il faut quand même une loi. Il faut une loi qui dit doit. Et ce faisant, les fonctionnaires, toute la machine doit s'équiper, doit dépenser pour faire en sorte que les données soient rendues disponibles. Si c'est peu, bien, il y a beaucoup de choses que je peux faire, mais je n'ai pas le temps de toutes les faire. Alors, je fais celles qui me semblent pertinentes. Il y avait une question, oui. Bonsoir, mon nom est Jean Richon. Je suis membre d'un comité d'usagers, donc je représente le bénéficiaire, l'usager, le patient, appelez-le comme vous voulez. Notre mandat est quand même assez large. On doit voir à l'amélioration des services qui sont offerts dans les résidences personnes âgées. On est là aussi pour évaluer la satisfaction des gens, pour regarder les soins et les services offerts par l'établissement. Et je pense que vous pouvez nous apporter beaucoup, les chercheurs. Vous parliez tantôt de la contention. Bon, effectivement, maintenant, la contention doit être apportée, doivent rédiger des rapports, mais ce qu'on constate sur le terrain, c'est qu'il y a une augmentation de la médicamentation qui est servie aux gens. Donc, il y a une contention chimique qui se fait. Et une des choses qu'on aurait aimé savoir, c'est justement par une recherche, le nombre de médicaments avant l'entrée de la personne en CHSLD. Puis je vais vous donner un autre exemple aussi. Je vous disais tantôt qu'on est là pour évaluer la satisfaction de la clientèle. On est en train d'élaborer un sondage pour évaluer les services au niveau des soins à domicile. On doit avoir accès à la banque de données de l'établissement pour faire le questionnaire par ligne téléphonique auprès de ces gens-là. On ne nous a pas refusé, mais c'est retardé. Donc, on songe à entreprendre des recours juridiques. Et d'où ma question, c'est est-ce qu'il y a déjà eu des démarches légales, un aspect légal pour obtenir ça? Je m'adresse autant à Madame la journaliste que vous, chercheur. Je ne connais pas la réponse, mais par contre, contention chimique, il n'y a pas longtemps, l'ICIS a sorti plusieurs données, si je ne me trompe pas là-dessus. En tout cas, si ce sujet-là vous intéresse, vous regarderez en mars, on va sortir un rapport sur l'utilisation des antipsychotiques en longue durée à partir des 1000 établissements dont j'ai parlé plus tôt. Malheureusement, il n'y aura pas de données du Québec, alors il faudra vous inspirer de ce que vous verrez ailleurs. Bien, présentement, le ministère ne recueille pas de données de la longue durée, des établissements de longue durée vers le ministère présentement. Dans le cas où ces données-là seraient collectées par le ministère, possiblement que le ministère serait ouvert à les partager avec l'Institut canadien d'information sur la santé, mais présentement, il n'y a pas de données qui vont des établissements vers le ministère à ce sujet-là. Il y avait une question en ligne? Oui, il y avait une question en ligne. Ah, ça marche. Alors, en ligne, en dépit des coupures, on a beaucoup de gens de l'AGISC, qui est l'Association des gestionnaires d'information en santé du Québec. Et donc, la question est la suivante. La personne a lu dans l'article de Caron Beaulieu qu'il y avait donc une suggestion de modifier la loi sur l'accès à l'information, en effet. Et la personne dit qu'il existe une circulaire dans le réseau qui stipule que les archivistes médicales ont un délai de transmission des données de 3 mois à la RAMQ et que celui-ci est dans les faits très peu respecté. La transmission des données prenne plutôt souvent 6 mois, quand par ailleurs en France ça prend 1 mois uniquement. Donc est-ce qu'il y a des suggestions pour améliorer ces délais de transmission via un règlement qui serait plus ferme de la loi SSSS? Et peut-être peuvent-ils nous informer des délais de transmission ailleurs, dans d'autres provinces. Donc je ne sais pas si la question vous paraît claire.
Oui, alors brièvement, dans certaines provinces, effectivement, il y a des obligations de soumission à l'intérieur de délai. Il peut y avoir des conséquences financières ou des pénalités administratives pour les établissements. Alors, il y a effectivement certaines provinces où les données qui sont codées par les archivistes, qui sont membres de la GISC ici au Québec, sont transmises plus rapidement. Effectivement, au Québec, le délai est plus long qu'ailleurs. Ça devient routinier. Est-ce qu'il y a un domaine dans la gestion, l'utilisation, la production de données en santé dans lequel le Québec serait à l'avant-scène? Non, c'est pas tout mal. Écoute, par exemple, avec le dossier Santé Québec, ça c'est pas la meilleure solution, mais ça c'est une step forward. Donc, nous avons 3 repositoires de les données laboratoires, les données d'imagerie et les données médicaments. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans toutes les provinces en Canada. Et donc, on peut dire, oui, c'est la meilleure approche de faire ça peut-être, mais ça arrive, les banques se nourrir par tous les laboratoires et les autres choses. Et aussi, oui, je pense que aussi, c'est intéressant ici à Québec parce que nous avons aussi un bon... on parle beaucoup de les données, mais je pense que, Alain, c'est toi qui as parlé un peu de la formation aussi. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec les données? Donc, ici à Québec, nous avons beaucoup de gens qui travaillent beaucoup avec les données. Malheureusement, les jeunes qui arrivent maintenant, c'est un peu plus difficile d'avoir les projets, mais je pense que nous sommes encore dans une bonne position d'avoir une bonne formation pour beaucoup des bons chercheurs ici à Québec. Donc, j'espère que les choses comme ce soir, les autres presseurs sur le gouvernement peuvent changer les dates, donc d'avoir accès à plus de données, pas juste administratives, mais aussi de données cliniques, pour continuer notre bonne performance dans le contexte de recherche. Donc, je pense que c'est les bonnes choses ici aussi. Juste ajouter, moi, j'ai été entraîné comme chercheur au Québec, à McGill, et le Québec a non seulement beaucoup de chercheurs, mais je dirais que c'est une des puissances au Canada pour la recherche en services de santé, même internationalement. Et en fait, les problèmes dont on discute ce soir sont pas si compliqués à régler. Les données sont là, ils existent. Les bandes de données n'ont pas à être inventées. C'est une question d'accès, c'est une question à changer peut-être des lois ou des procédures ou la culture quelque part, mais on ne parle pas de réinventer la roue. Je pense qu'il ne faut pas partir d'ici avec l'idée qu'il n'y a rien qui marche au Québec et tout marche bien ailleurs. Là. Il y a vraiment des secteurs, et on voit des secteurs où l'information est meilleure au Québec qu'ailleurs. En tout cas, à l'Institut canadien d'information sur la santé, les gens ont tendance à dire que les données qui sont collectées par les archivistes au Québec et qu'on retrouve dans les données d'hospitalisation sont parmi les plus adéquates et les plus propres et les mieux codées au Québec. Alors, OK. Et d'autre part, il y a certaines sources d'informations qui existent au Québec qui n'existent pas ailleurs, comme par exemple les temps d'attente pour les chirurgies prioritaires. Bien, au moment où un patient est inscrit, on pourrait vouloir aller vérifier encore dans les poches des médecins s'il y a encore des petits papiers qui traînent. Mais en principe, lorsque quelqu'un doit avoir une chirurgie au Québec, il doit être inscrit sur une liste d'attente qui est ensuite centralisée au ministère. Ça n'existe pas nécessairement dans les autres provinces. Alors, il y a des endroits où ceci est mieux, il y a des endroits où cela est mieux. Peut-être que l'Ontario est le mieux en général, là. Mais il y a effectivement des secteurs qui sont forts au Québec aussi. Donc, si on synthétise, je vais vous passer la parole, mais donc, on a de bonnes données et on a de bons chercheurs. Mais le lien entre les deux éléments est un peu faible. Ça serait ça? Oui. J'avais juste une question. Donc, on est à peu près tous d'accord sur la nécessité de diffuser les données avec prudence. Mais est-ce que les détenteurs des données, donc la RAMQ et le ministère, est-ce qu'ils sont demandeurs de justement un soutien ou de développer un dispositif qui permettrait de donner accès justement à ces données? Vous qui avez les trois intervenants qui ont accès, qui ont discuté avec ces personnes qui donnent l'accès ou pas aux données, est-ce qu'ils sont demandeurs justement de soutien ou de... Parce qu'on disait qu'ils n'avaient pas forcément les capacités
d'organiser les données et de les mettre à disposition forcément? Moi, j'ai pas eu de l'expérience du ministère qui vienne, en tout cas, vers le monde de la recherche pour un soutien dans l'exploitation des données. C'est sûr qu'il y a des investissements à faire là-dedans parce que les données doivent être utilisées par des gens qui ont les compétences pour le faire. Donc, ça prend des cliniciens pour comprendre les relations entre les choses. Lorsqu'un biostatisticien voudrait faire des taux de réadmission en comparant les gens avec les yeux bleus puis les gens avec les yeux bruns, c'est pas pertinent, là. Puis, il peut quand même avoir des résultats significatifs au niveau statistique. Donc, c'est une combinaison de toutes ces expertises-là qu'il faut avoir, des cliniciens, des chercheurs, des statisticiens qui peuvent travailler tout ensemble. Mais il y a un investissement financier à faire pour créer toute cette infrastructure-là. Puis les données doivent être protégées. Ça ne se fait pas facilement. À l'Institut, nous, il y a 700 employés. Il y en a probablement au moins 200 dont le rôle est uniquement de conserver les données, les protéger, les entourer. Alors, ça prend toutes ces compétences-là en même temps et ça prend des investissements financiers. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Bonjour. La question que j'avais avec toute la conversation, l'échange qu'on a sur les données, on sait qu'au ministère de la Santé, il y a un virage qui se fait aussi vers soit le coût par activité ou en tout cas d'aller plus à fond dans le fin détail des financements pour tout ce qui se passe. Est-ce qu'au niveau du ministère, il y a aussi des échanges avec des organismes comme l'ICIS, comme le pendant ontarien, dans le fond, là, pour les recherches qui sont faites pour justement... On parlait de démocratiser les données, mais de les interpréter d'une façon adéquate pour pas qu'on parte d'un côté ou de l'autre sans avoir de comparable un peu partout? Moi, je peux dire, en tout cas, au niveau de l'Institut, qu'il y a des relations toujours entre le ministère et les gens du ministère qui se penchent, entre autres, sur la question du financement d'activités. Il y a des travaux qui se font à l'ICIS dans ce domaine-là. Et il y a des partages de compétences puis d'informations à savoir quelles sont les conditions de succès pour que ça marche pas, c'est quoi les écueils, c'est quoi les obstacles, c'est quoi les dangers. Il y a des échanges qui existent. Et même au niveau des chercheurs, c'est clair qu'il existe les relations, peut-être pas exactement, ça existe entre les ministères et les chercheurs, mais pour la plupart, c'est les autres organismes, comme les INASPQ, INES, entre cet organisme et les chercheurs pour d'avoir le bénéfice de l'expertise qui existe dans les universitaires pour traiter les données et répondre aux questions pertinentes. Ça existe et je pense que c'est toujours un intérêt d'augmenter cette sorte de relation. Oui, ces relations-là existent entre le ministère et, dans notre cas, notre institut. Et en fait, il y a beaucoup de relations individuelles entre les chercheurs ou les cliniciens-chercheurs et des bureaucrates qui sont en charge de programmes reliés à leur spécialité clinique. Pour ce qui est du financement, on a plusieurs projets en ce moment en cours sur des formes de réorganisation du système, soit en termes de soins primaires ou comment les hôpitaux sont financés, pour essayer de comprendre. Mais je peux dire qu'une tension qui existe quand même, c'est que souvent, les ministères sont résistants à l'idée de faire une propre recherche, c'est-à-dire de vraiment faire un design pour que tu peux vraiment éliminer les biais et savoir c'est quoi l'impact. Ils veulent sortir la politique puis dire, bon, là, maintenant, évaluez-le. Puis souvent, tu fais ça, mais c'est rétrospectif. Les résultats sont 3 ans après que la politique a été sortie. Et souvent, on ne peut pas être absolument sûr c'est quoi l'impact de la politique versus toutes sortes d'autres changements dans le système. Alors ça reste toujours une tension. On peut dire que le mot « recherche », ce n'est pas nécessairement un mot qui est bienvenu dans le ministère de la Santé. On parle toujours d'évaluation, tandis que souvent, ça ressemble pas mal à la même chose. Mais je pense que là aussi, c'est une question d'éducation, de culture, d'engagement, d'avoir aussi une espèce de confiance que tu n'essayes pas juste de trouver des problèmes puis de prouver que le ministère fait des niaiseries. Tu essaies en fait de faire du travail qui va aider le système. Je sais pas s'il reste une dernière question. Donc, il reste 2 dernières questions. Donc, après ces questions-là, on fait une petite synthèse. Bonsoir, c'était vraiment très intéressant, merci beaucoup. Je travaille en prévention du suicide et en prévention du suicide, ce qu'on observe,
C'est une automatisation de plus en plus de la collecte de données avec la détection de profils à risque. Et ça, c'est la tendance que nous, on voit en tout cas de notre point de vue. Et il y a un absent un peu ce soir, je trouve. On a beaucoup parlé de transparence et de démocratie. Et je trouve qu'il y a assez peu d'informations peut-être sur comment est-ce qu'en tant que citoyen, on peut avoir accès à quelles données est-ce que j'ai générées, quelles données a été utilisées, de quelle façon. Il y a eu des propositions au MIT de Dropbox un peu personnalisées pour chaque citoyen, des données qui ont été générées. Je voulais savoir de votre point de vue quelle était la situation au Canada et quels étaient un peu justement de ce point de vue-là l'accès à l'information en tant que citoyen sur les propres données qu'on génère, sur son propre état de santé. Je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus privé. Ce qui est une excellente question. Oui, c'est une question intéressante. Je pense que c'est bien sûr ce mouvement vers la donnée ouverte. Normalement, c'est une limite qui l'application de cette perspective à la donnée à niveau de personnel, individuel. Donc, c'est plus normalement, je pense, qu'au niveau agrégat ou au niveau de les services et des choses comme ça. Mais c'est clair que dans quelques lieux au Québec, il y a aussi plus d'efforts de faire disponible l'information. Donc, c'est bien sûr les organismes comme CAIHI qui travaillent de cette perspective, bien sûr, mais pour la plupart, c'est difficile pour tous les organismes qui font cette analyse de comprendre bien qu'est-ce que c'est vraiment les besoins des gens sur le terrain. On pense normalement plus sur les gens qui font la gestion des systèmes et des choses comme ça, mais c'est clair que dans nos projets de Population Health Record, on pense toujours qu'est-ce que quelqu'un vraiment veut, quelles informations sont importantes pour quelqu'un d'avoir envie de connaître l'état de santé dans le coin, le quartier, par exemple. Donc, c'est bien sûr la direction de santé publique ici à Montréal, l'INSPQ fait les rapports, les choses comme ça, mais c'est toujours des défis de vraiment faire disponible cette information. Donc, je pense que c'est peut-être dans le contexte de santé plus de penser sur le niveau d'information et pas de données disponibles. Mais peut-être non, je ne sais pas, ça c'est mon perspective, parce que comme vous écoutez ce soir, c'est déjà assez difficile pour les chercheurs d'avoir accès aux données. Donc, mais une étape à la fois peut-être. J'ai appris avec plaisir et presque surprise, il y a à peine 2 semaines, qu'un de mes collègues à Toronto, qui est soigné dans un hôpital ontarien, a accès à un fichier sécurisé où il voit les résultats de ses examens et il voit même les différents commentaires que différents médecins ont fait sur ces tests-là. J'ai trouvé ça extraordinaire. C'était tout nouveau pour moi. Ça fera partie de quelque chose dont on vous parlera dans un prochain numéro. Alors, visiblement, c'est possible. Ça se fait. Ça prend, on présume, des investissements et ça prend un désir des gens d'avoir accès à ça. Mais je pense que c'est pas exclu. Ça fait visiblement partie de notre avenir. Ça met fin à ce 5 à 7 qui, je vois, a suscité beaucoup d'intérêt. Je pense qu'on a beaucoup de facilité à imaginer les problèmes liés à la confidentialité. Quelqu'un, quelque part, de mal intentionné, va mettre la main sur tout ce qu'on sait sur nos maladies. Ce qu'on voit ce soir, c'est aussi on a peut-être plus de mal à imaginer l'inverse, mais on a peut-être plus de mal à imaginer la personne qui va recevoir des soins qui vont être sous-optimaux parce que, justement, le système n'aura pas été en mesure d'apporter un éclairage correct ou une information clinique correcte ou un guide de pratique correcte aux professionnels. C'est peut-être des sociétés qui vont faire des investissements qui sont sous-optimaux parce qu'on n'avait pas les bonnes informations au bon moment pour prendre les bonnes décisions. Il y a clairement un risque à ne pas utiliser les données. Je pense que nos panélistes ont été très bons pour mettre de l'avant que tout n'est pas noir, tout n'est pas sombre. Il y a des aspects positifs. Il reste qu'il est difficilement acceptable de se satisfaire d'un « ça marche presque bien ». Et ce que moi, je retire de la séance de ce soir est cette possibilité de tout ce qui serait possible et du monde qui est devant nous. Les données administratives en santé sont clairement un levier de transformation pour le futur. Donc, encore une fois, merci. Un énorme merci à... Un énorme merci, je commence par elle, Mélanie Perroux, Anne Lardeux, qui ont travaillé vraiment très, très fort depuis longtemps là-dessus.
et à nos 4 panélistes qui ont accepté de venir affronter les bruits nocturnes de Montréal pour discuter publiquement de ces questions. Et un énorme merci.